Bonjour et bienvenue sur Libre Média. Avec Ici, Maintenant, Autrement, nous donnons la parole à des acteurs du changement qui apportent un regard et des solutions originales pour répondre aux grands enjeux de notre société. Aujourd'hui, je reçois Tiberius Brastavicianu. Bonjour Tiberius. Bonjour Alain. Alors Tiberius, vous êtes le cofondateur de Sensorica, qui est un espace favorisant les projets collaboratifs ouverts, reposant sur l'intelligence collective et le partage de ressources. Vous êtes aussi un expert dans la mise en œuvre d'organisations facilitant la production pair à pair et les systèmes ouverts d'innovation et de recherche. Vous avez été invité à vous exprimer à de nombreux événements, mais également au Parlement canadien, à la Maison-Blanche, ainsi qu'à la Commission européenne. Enfin, vous animez un groupe de réflexion sur de nouvelles formes d'organisation constituant le 4e secteur, les 3 secteurs traditionnels étant le secteur privé, le secteur public, ainsi que les organisations sans but lucratif. Alors, lorsqu'on parle d'organisation, de société, de gouvernance, on s'aperçoit aujourd'hui que nos sociétés sont vraiment confrontées à ce qui ressemble de plus en plus à une crise systémique. Les modèles d'organisation traditionnels des institutions et des entreprises ne semblent plus répondre aux attentes des individus, comme le montre par exemple le phénomène de la grande démission. Alors, selon vous, quelles sont les raisons et les enjeux de cette crise systémique ? Oui, c'est une grande question. Alain. On peut réfléchir de façon globale, historique. On peut le voir comme la fin de l'Empire. Le vieillissement de certaines institutions. C'est bien que le système financier, par exemple, amène souvent à une corruption de l'économie, souvent à l'écroulement d'un certain ordre, un certain empire. Mais il y a aussi d'autres choses qui arrivent, c'est cette interconnectivité, la planète est devenue plus petite et il semble aussi que il y a d'autres raisons, des raisons de gouvernance. Les États-nations semblent ne plus avoir du sens dans ce nouveau monde. Ce sont devenues des structures qui causent plus de problèmes qu'apportent des solutions. Donc là, on est dans une sorte d'économie globale. Certaines corporations sont plus grandes que des pays, ont plus de pouvoir économique que certains pays. Et donc, les États-nations ne sont plus efficaces pour faire leur travail, pour finalement gouverner leur territoire et leur population. À ça s'ajoute le problème complexe dont on parle souvent. Est-ce qu'il y a une crise environnementale? Est-ce qu'on peut tous ensemble se coordonner entre États et trouver des solutions? Bon, ça aussi, ça montre que c'est pas très efficace. Il y a beaucoup d'envie politique, ou du moins c'est ce qu'on entend, mais pas grand-chose qui bouge. Donc, tous ces enjeux qui sont globaux en ce moment, qui touchent tout le monde, il semble que l'État-nation n'est pas l'instrument capable d'aborder ce genre de problème-là. Et donc, c'est sûr qu'on voit une corruption des institutions majeures d'une société. En fait, les nouvelles statistiques démontrent un manque de confiance à travers toutes les institutions, à travers le monde. Donc, c'est un problème qui est assez généralisé. Les gens, ils ont perdu confiance dans presque toutes les institutions, dans la science, les politiciens, les médias. Et donc c'est planétaire. On voit que les moyennes baissent après année. Et il y a quand même une accélération après Covid. Donc, il semble que la façon que cette crise a été menée, ça nuit plus qu'autre chose aux États-nations et à leurs institutions qui forment leur structure. Donc, il y a ça comme réalité. Puis, bon, comment est-ce qu'on s'en sort?
il y a plusieurs courants qui se sont mis en branle. Un qui est très évident aujourd'hui de plus en plus, c'est de recréer une structure mondiale basée sur une intégration technologique, sur une harmonisation des lois, créer une sorte de nouvel ordre à l'échelle planétaire. Avec des institutions internationales très fortes, une sorte de État-fédération. Puis on le voit, c'est assez intéressant. Par exemple, au niveau financier, on parle de l'introduction de monnaies digitales qui seraient interopérables à travers différents pays. Qui est en fait un système qui intègre plus que seulement la monnaie courante, mais c'est aussi un système d'information et de gestion économique, socio-économique, qui serait implanté. Donc, un courant pour dire il faut récupérer une cohérence internationale parce qu'on voit bien que les États-nations ne sont plus capables de gérer les problèmes qui touchent toute la planète. D'accord, donc ce sont les initiatives qui sont portées par l'OMS dans le domaine de la santé, par exemple, j'imagine, le Fonds monétaire international pour la partie économique, l'OTAN pour la partie militaire. Donc c'est vraiment ce grand courant des grandes organisations internationales classiques que vous évoquez. C'est ça, sans oublier le World Economic Forum. J'ai jamais traduit ça en français, je ne sais pas exactement comment on le dit. Le Forum économique mondial, oui. Le Forum économique mondial, voilà. Donc, ce sont des institutions qui poussent vers ce genre d'intégration-là. Ok. Donc, c'est une centralisation. C'est une simplification par la centralisation de la gouvernance mondiale. Alors que de l'autre côté, on a un autre courant qui est né en branle depuis les années 80. Et qui, lui, va un peu à l'encontre du premier. C'est un mouvement de décentralisation consciente et voulue. C'est un mouvement qui veut à tout prix préserver la liberté individuelle. Ça, c'est pour les aspects, l'aspect moral ou les valeurs qui sont portés par ce mouvement-là. On peut appeler ça le mouvement pair à pair. On peut l'appeler un quatrième secteur. Ça passe par plusieurs noms. On le voit dans le mouvement open source logiciel, open source hardware, comme on dit en français. Et donc, c'est finalement la culture ouverte, ce qu'on appelle la culture ouverte. La science ouverte, la démocratie ouverte et directe et tout ça. Et ça s'amorce tranquillement depuis les années 80, qui est porteur donc de ces valeurs-là, qui vont à l'encontre d'une centralisation et une technocratie, ce qui ressemble à une technocratie de l'autre côté. Là. C'est un peu comme la Chine assure son pouvoir en ce moment. Et il semble que du point de vue économique, ce quatrième secteur-là est aussi dans une période de croissance exponentielle. Alors, on a tout ce qu'on appelle la blockchain, la crypto, les DAO et les systèmes sur lesquels Sensorica travaille depuis 2011. Et donc voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose. Ça se développe vraiment au niveau du secteur technologique. Donc, vous avez évoqué les crypto-monnaies comme la Bitcoin, la technologie blockchain qui est utilisée notamment par les cryptos, également le monde open source pour le développement logiciel. Est-ce que ça se limite à l'univers de la technologie ou est-ce que vous voyez aujourd'hui dans ce quatrième secteur d'autres secteurs économiques ou d'autres activités qui commencent à rejoindre ce mouvement? Ouais. Ça commence par la technologie, c'est parce que c'est la technologie qui le rend possible. Ok, c'est ça qu'une technologie fait. Elle amène des nouvelles possibilités. Là, on invente le téléphone, mais là, on ne doit plus se déplacer pour parler en personne parce que on peut parler à travers un fil, à distance, en temps réel. Et ces possibilités-là amènent à d'autres innovations. Des fois, ça peut carrément basculer toute une société. On parle souvent de l'imprimante quand ça a été inventé en Allemagne, mais ça a causé toute une
tout un mouvement, le protestantisme, tout ça, c'est parce que c'est un moyen de publier l'information de façon très, très efficace et de la répandre. Et ça change un peu la dynamique du pouvoir dans les sociétés. Donc, les technologies amènent de nouvelles possibilités, un nouveau potentiel qui finalement est actualisé par ceux qui maîtrisent la technologie d'abord. Parce que c'est eux qui savent l'utiliser et la mettre à profit. Et donc, c'est l'Internet aujourd'hui qui est la cause qui introduit ce nouveau potentiel-là. L'Internet qui donne l'instantanéité du monde. On est capable de se mettre sur un ordinateur et collaborer en temps réel avec n'importe qui à travers la planète et trouver de l'information en quelques secondes. Donc ça bouleverse complètement la façon de faire les choses. Et les informaticiens comprennent ça. C'est sûr que c'est eux qui vont l'utiliser. Mais de plus en plus, ça devient une culture. Ça devient une culture avec son propre système de valeurs et tout ça. Et on le voit maintenant l'utiliser dans tous les domaines. Dans l'activisme, par les artistes et dans le monde matériel aussi. Donc, ce que nous on fait au laboratoire de Sensorica, c'est justement ça. C'est de se mettre en réseau, comme sur l'Internet, de se mettre en réseau aussi localement, puis co-gérer un espace physique, partager des outils ou des matériaux pour faire des designs et prototyper, je sais pas moi, des appareils électroniques ou ça peut être une sauna mobile. Je donne un exemple d'un projet qui existe, donc ça peut être quelque chose de très très manuel. Et donc cette possibilité de s'organiser en réseau, elle se répand et se diffuse dans tous les secteurs de l'humanité. Et on le trouve en ce moment partout, mais dans certains secteurs, disons que c'est encore en phase de début, et c'est pas ce qu'on appelle mainstream. Pas tout le monde est au courant de ces balbutiements-là, mais ils sont bel et bien là, et ce qu'on observe, c'est une croissance exponentielle. Très bien. Est-ce que vous pouvez décrire justement les grands principes qui régissent ces nouveaux modes d'organisation? Qu'est-ce qui les caractérise et qu'est-ce qui les différencie par rapport aux organisations classiques en entreprise ou dans les institutions gouvernementales, par exemple? Oui. C'est ça, mais d'abord, c'est ça. C'est un changement de paradigme organisationnel. D'abord et avant tout. C'est ce que l'Internet apporte comme nouvelle possibilité, c'est de pouvoir s'organiser différemment. Et quand on pense aux organisations, on pense de façon hiérarchique. On dit qu'il y a quelqu'un qui porte quelque chose, puis ça devient le porteur, ça devient le leader, ça devient le chef, le boss. Quelque part, au sein de l'organisation, il doit avoir un centre qui porte la vision et qui porte aussi l'énergie pour pouvoir avancer, qui va nous inspirer, qui va nous pousser, qui va nous forcer un peu. Et qui va planifier, qui va structurer un peu la démarche, qui va s'assurer que tout le monde se coordonne. Et bon, donc on pense de façon hiérarchique. Alors que ce que l'Internet amène, finalement, c'est la réduction des coûts de coordination ou des coûts de transactions interpersonnelles. Okay? C'est que l'hiérarchie, c'est une solution à la coordination ou aux transactions interpersonnelles dans un monde qui est pauvre en outils informationnels. Okay. Et là, il y a toute une théorie là-dedans. C'est vraiment bien étudié. Donc, c'est Ronald Coase qui parle de ça. Et donc, il amène une théorie transactionnelle de l'économie. Puis il dit les organisations existent, les compagnies, les organisations, ça peut être des co-op, des organisations migratives. Toute organisation, comme un cocon de gouvernance, disons, avec ses propres lois et mécaniques internes, existe parce que ça fait baisser le coût de transaction entre les individus. Donc, si on serait juste sur le marché, indépendant,
on devrait se prêter des choses, on devrait s'acheter des choses, c'est très coûteux à faire quelque chose ensemble en tant qu'individu. Alors, on se dit, on crée une organisation, on met les choses ensemble, on se donne des règles de gouvernance, de façon de faire, des processus, et donc ça va alléger un peu. On ne doit pas faire des contrats avec chaque individu et faire des ententes avec chaque individu. C'est déjà compris dans la gouvernance organisationnelle. Donc, lui, il dit que les organisations existent parce que le coût de transaction est plus bas que si ça serait des individus séparés. Mais l'Internet, ça fait en sorte que c'est très facile aujourd'hui de se mettre en gang avec ces outils, puis on court avec notre téléphone, puis on se coordonne en temps réel, on planifie plus de sortie au cinéma, on le fait en allant, t'es rendu où, tout ça. Donc les coûts de communication, de coordination, de négociation, tout ça, c'est vraiment bas. Alors selon cette théorie-là, les réseaux peuvent exister. Et voilà, les réseaux existent, et la théorie l'a dit, ce gars-là, il a fait ça il y a quelques décennies, mais là, on peut plus la nier parce que les choses comme Bitcoin sont réelles. OK, Bitcoin, c'est pas une organisation centralisée, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de siège social, c'est carrément un tas d'individus qui ont des ordinateurs chez eux, qui se parlent même pas, qui se connaissent même pas, mais qui se coordonnent à travers un protocole, et ils sont capables ensemble de fournir un service sécuritaire à l'échelle planétaire. Alors, on arrête de s'ostiner sur la théorie. On a des cas réels, concrets. Donc, ça existe. Donc, le réseau, ça devient la nouvelle forme organisationnelle qui est rendue possible par l'Internet. Et là, quand on dit réseau, qu'est-ce qu'on dit d'autre quand on dit réseau? Donc, c'est décentralisé, il n'y a pas de boss, il n'y a pas de siège social, les décisions sont prises un peu comme les fourmis le font dans un fourmilier. Ils font pas de meeting pour décider de qu'est-ce qu'ils vont faire aujourd'hui et comment bâtir leur fourmilière. Il y a une sorte de coordination qu'on appelle la stigmergie. Tout ça, ça s'auto-organise. Mais c'est le mode de fonctionnement de ces réseaux-là. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La transparence dans les réseaux. Si vous observez bien, tous ces réseaux en ligne de communautés open source, comme des trucs de blockchain, comme Bitcoin, comme Wikipédia, tout est transparent. On voit tout ce que les gens font en temps réel. Et il y a aussi la question de l'ouverture. L'ouverture qu'aujourd'hui, on l'appelle des fois sans permission, permissionless. N'importe qui peut faire partie du réseau Bitcoin en tant que mineur. N'importe qui peut ouvrir un compte pour utiliser le token et personne ne peut te censurer. Donc ça, c'est l'ouverture radicale pour dire c'est pas comme une organisation. Si je veux travailler dans une compagnie, il faut que je passe un filtre, il faut qu'on m'embauche, il faut qu'on me donne la permission pour pouvoir travailler. Mais si je veux faire partie des programmeurs de Bitcoin, disons, ou de n'importe quel autre projet open source, je demande pas la permission, je le fais, et je soumets mon travail. Et si les gens trouvent que c'est bien, la plupart des gens qui utilisent ça, s'ils trouvent que c'est bien, mais ça va finir par être intégré dans le produit final. Alors justement, donc, par rapport oui, excusez-moi de vous interrompre. Oui, donc en fait, dans ce que vous décrivez, on voit bien la rupture majeure par rapport au mode d'organisation hiérarchique pyramidale traditionnel avec le système en réseau que vous décrivez. Par contre, ce que j'aimerais voir, c'est les mécanismes de rémunération. Si tout le monde peut intervenir dans un projet comme un projet open source ou un projet de type crypto ou autre, il n'y a pas de contrat a priori. On participe sur une base volontaire à la hauteur de ses compétences. Comment se passe la redistribution ensuite de la richesse qui est produite par ces organisations? C'est ça. Ça, c'est une question très intéressante parce qu'on ne le voit pas encore. Donc, disons que ce mouvement socio-économique s'est créé son propre mode de production. Et il y a un gars qui a écrit bien sur ce nouveau mode de production. Quand on a passé à l'ère industrielle, on
on disait que c'est un nouveau mode de production. Et quand on a un nouveau mode de production, on a un changement radical économique. Okay? Alors, l'industrialisation, c'est les machines, encore une fois, une technologie qui amorce ça. Et le nouveau mode de production, c'est la production ce qu'on appelle industrielle. Ça veut dire, c'est plus des artisans qui font des choses un par un, uniques, mais ce sont des chaînes d'assemblage qui produisent en utilisant les machines. Des produits qui sont des clones, qui deviennent des commodités, qui deviennent des commodities. En français, on dit des biens. Des biens, c'est ça. Des biens à être vendus sur le grand marché. Et donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Yochai Benkler, qui est un prof à Harvard, qui a écrit The Wealth of Networks, il a nommé ça Commons-Based Peer Production. Donc, c'est la production par les pairs basée sur les communs. Et donc, voilà un nouveau mode de production qui est utilisé. Et ce mode de production vient aussi avec ses propres capacités de rémunération ou de bénéfices pour ceux qui s'y impliquent. Aujourd'hui, à l'état que ça a l'air d'être du volontariat. Et beaucoup d'articles qui ont été écrits sur ce nouveau mode de production. Donc, on dit le pair à pair, ce quatrième secteur, cette nouvelle mouvance, cette nouvelle culture open, c'est créer son propre mode de production. Bon, c'est comme la révolution industrielle. Alors, on s'attend à ce que ça bouleverse beaucoup de choses dans la société parce que la notion de propriété remise en question, la façon de s'organiser est complètement différente. Comme on l'a dit, on travaille en réseau et pas sous forme hiérarchique et tout ça. Et on a l'impression que, je veux dire, Linux, toutes ces choses open source qui ont été créées et qui sont utilisées, Wikipédia aussi, sont produits par ce nouveau mode de production-là. Donc, le Commons-Based Peer Production, production par les pairs, basé sur les communs. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est les pairs qui arrivent en réseau, pair à pair, et qui produisent basé sur les communs. Ça veut dire qu'ils se partagent des savoirs. C'est pas sur des brevets ou de la propriété intellectuelle ou des choses qui ont une propriété privée. Les communs, ce sont des choses qui sont partagées. Ok, donc logiciel libre, je prends le commun, je prends un logiciel libre, puis je le change pour en faire un autre logiciel libre, ou je le modifie, ou je le mélange avec d'autres choses. Donc ça se base, on bâtit sur les communs, on bâtit sur ce qui est partagé pour faire d'autres choses qui sont partagées. Et ça, on le fait de façon pair à pair. Voilà, on peut commencer. Et là, quels sont les bénéfices pour les gens? Mais ça a l'air que c'est du volontariat, mais en fait, consciemment, les gens qui s'embarquent là-dedans, ils vont chercher d'autres types de richesses, disons. Hein. Ils vont chercher une validation, ils vont chercher une réputation, ils vont chercher à développer de nouvelles compétences. Et quelque part, ils s'en vont dans le capitalisme et ils vont monnayer ça. Hein? Mais de plus en plus, en ce moment, ce nouveau mode de production, le quatrième secteur, se construit ses propres façons de rémunération. Okay? Et là, tu as l'avancement avec les organisations comme Sensorica, qu'on appelle les réseaux ouverts de valeur, Open Value Network, et tout le développement des DAO, de Decentralized Autonomous Organization, qui partent de la blockchain, qui sont finalement des systèmes de gouvernance pour gérer des fonds mis en commun, de la crypto sur un wallet qui est partagé, sur un portefeuille crypto qui est partagé. Et donc, on a ces deux développements organisationnels, les réseaux de valeurs ouvertes comme Sensorica, qui partent de la matière, comment est-ce qu'on peut gérer un labo avec des instruments, puis des processus de production et d'innovation dans un espace réel. On part de là et on accroche ce que les DAO ont développé. Si on s'invente de monnaie, demain, on appuie sur un bouton puis on s'invente 10 000 monnaies. C'est rendu facile. Si on s'invente des monnaies, on leur donne certaines propriétés. Comment est-ce qu'on les gère ensemble?
OK? Donc là, on a un mode de production avec son propre système financier et avec tous ces incitatifs qui sont créés là-dedans. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut bootstrapper, OK, cette économie pair à pair, ce quatrième secteur, et on l'a vu faire de plusieurs manières. On a vu des organisations se créer, partir en ICO, Initial Coin Offering, ça veut dire créer un nouveau token, une crypto-monnaie de toute pièce, la distribuer aux gens, la mettre sur un marché. Ça peut être un token pour s'échanger des biens, ça peut être un token pour donner accès à la gouvernance, ça peut être un token pour donner accès à une sorte d'utilité, une sorte de service. Ça peut être des NFT, ça peut être toutes sortes d'instruments comme ça. Et ces choses-là, vont prendre la valeur dans la communauté ailleurs, puis vont pouvoir être échangées contre quelque chose d'autre. Puis on arrive finalement à être rémunéré dans un projet à travers son propre crypto-monnaie, son propre système financier. Et ensuite, quelque part, on arrive à pouvoir échanger ces tokens-là pour payer notre loyer, acheter une voiture, s'acheter de la bouffe. Okay? Et si le fermier au marché n'accepte pas ce token-là, on peut passer par le dollar canadien, on peut le vendre sur le marché crypto. Donc, on fait une petite incursion dans le monde financier traditionnel, mais c'est pas une nécessité, ça peut vivre en soi, disons. Okay? Très intéressant. Donc voilà. Parfait, oui, je trouve que c'est intéressant de voir plus concrètement comment ça peut fonctionner et comment les gens peuvent se rémunérer parce que effectivement, il y a beaucoup de gens qui contribuent gracieusement, ils investissent du temps, de leurs compétences sur des projets collectifs, mais c'est toujours intéressant de voir quelles sont les possibilités de rémunération autres que, je dirais, le crédit social, en tout cas la reconnaissance par les pairs. C'est intéressant de voir ça, mais et justement, là, ce que vous évoquez, c'est vraiment cette possibilité de créer un monde ex nihilo, finalement, relativement indépendant des circuits traditionnels pour trouver des modes de rémunération un peu en vase clos dans cette communauté qui est en train de se développer. Et ça semble remettre en question vraiment les fondamentaux de l'économie traditionnelle qui repose sur la notion de salaire, la notion de propriété intellectuelle, de brevet. Là, on passe à un monde d'ouverture, de transparence, de collaboration et qui semble s'affranchir des limites traditionnelles des systèmes financiers. Alors, on arrive un peu à la conclusion de cette émission. On pourrait parler pendant des heures de ce que vous évoquez. Donc là, vous avez un peu présenté les tendances actuelles. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de ces tendances dans les 5 ou 10 prochaines années? Est-ce que vous voyez un système qui en remplace un autre? Est-ce que vous voyez, je dirais, une juxtaposition de systèmes qui coexistent? Comment est-ce que vous voyez tout ça? Oui. Premièrement, il faut dire que je suis là-dedans depuis 2008. Et ça c'est la préhistoire du pair à pair. Et donc, année après année, j'ai vu une évolution de ce mouvement-là et un enracinement et une concrétisation. Donc, on arrive aujourd'hui où, hélas, on a des références concrètes et Bitcoin, c'est pas le meilleur exemple à donner. Il y a beaucoup de gens dans cette culture qui pensent que c'est pas très bien designé. Il y a beaucoup de problèmes avec Bitcoin. Je suis tout à fait d'accord, mais tout le monde le connaît, tout le monde a entendu parler, alors que il y a 5 ou 6 ans, on parlait de ces choses-là, c'était complètement abstrait. Les gens, ils avaient pas de référence à s'y attacher d'aucune manière. Donc, c'était complètement abstrait. C'était en dehors de la réalité de 99,9% de la population. Et donc, on le voit se concrétiser, on le voit se répandre à travers toute la sphère d'activité. Et c'est rendu réel. Encore, peut-être pour la plupart, c'est une réalité parallèle, c'est peut-être encore de la fiction. Et ce que je veux dire, c'est que allez chercher. Vous allez être impressionné par ce monde qui va se révéler à vous tellement grand que vous allez être vraiment surpris d'avoir tout manqué ça. Et donc vraiment maintenant, on n'est plus dans la projection, dans la théorie, on est vraiment dans le concret. Toutes ces choses-là existent. Donc il y a des jeunes qui
qui n'entrent plus sur le marché du travail classique. Je sais pas si tu m'entends, il y a un peu de bruit. C'est correct, okay. On vous entend toujours, oui. Oui. Donc, il y a des jeunes qui n'entrent plus sur le marché du travail, qui s'en vont directement travailler dans ces structures décentralisées à travers le web. Et se font rémunérer en crypto seulement. Des fois, ce sont des cryptos qui existent déjà. Des fois, ce sont des cryptos qui sont créés de toutes pièces par cette organisation-là pour pouvoir se gérer. Et ça, je le vois parce que, bien sûr, je suis là-dedans, je suis dans ces environnements-là, je vois ces jeunes-là, dans la jeune vingtaine, qui s'éduquent sous l'Internet et qui sont vraiment brillants, la façon de gérer ces grands projets. C'est des services qu'ils offrent, des services informatiques. Il y en a qui font de l'art, il y en a qui donnent des services de design. Donc, c'est vraiment très, très intéressant de voir cette réalité est là et peut-être que les auditeurs ça a l'air étranger, mais en tout cas. Et là, pour projeter ça dans l'avenir, si on entre maintenant dans le domaine de deviner le futur, c'est sûr il y a cette tendance de croissance exponentielle depuis 2008 que je m'y intéresse. Et on voit pas de signes de fatigue. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans un monde global où on est en train de vouloir résoudre ces problèmes extrêmement complexes, que ce soit la pollution, le changement climatique, si vous le croyez ou pas, ou des problèmes de pauvreté à l'échelle internationale et tout ça. Bon, mais les problèmes de pandémie, comment est-ce qu'on fait pour gérer ça à l'échelle planétaire? Donc tous ces problèmes qui sont complexes, qui sont de grande échelle. Il semble que ces réseaux qui sont dès leur naissance globale, planétaire à cause de l'Internet, qui existent sur l'Internet de façon globale, il semble que ce sont des structures qui sont bien faites pour adresser ce genre de problématiques-là. Okay? Et on le voit souvent comment des réseaux se forment autour des problèmes complexes et comment ils sont mieux capables de gérer la complexité. Ça, c'est une autre chose dont on n'a pas parlé. Les réseaux sont naturellement mieux adaptés à gérer la complexité. Donc, beaucoup plus que les organisations hiérarchiques qui prennent une approche rationnelle, analytique, alors que la complexité ne se laisse pas analyser. Il faut vraiment apporter des approches complexes pour s'adresser à la complexité. Et on trouve ça dans les réseaux. Donc, ce sont des organisations qui sont mieux pour gérer la complexité. Ce sont des organisations d'emblée à l'échelle planétaire. Et il semble aussi que ce sont des organisations qui sont hyper innovantes. Okay, la blockchain est sortie de ce genre de structure. Linux a été créé à partir de ce genre de structure en réseau. Et Linux, disons, sans Linux, l'Internet ne fonctionne plus. Linux, c'est le seul logiciel système d'opération qui roule sur Mars. C'est rendu là, c'est parce qu'on y fait confiance, c'est parce que c'est bien conçu. Et donc voilà ce que le réseau est capable de faire. On parle pas ici des entreprises, on est capable d'apporter des innovations de rupture. Donc on dit les réseaux sont aussi hyper innovants. Au niveau de la productivité, là on ne sait pas encore. Et donc quand on parle de l'avenir, si on se projette dans l'avenir, est-ce que le mode réseau va pouvoir finalement se répandre jusqu'à la production alimentaire, jusqu'à au domaine de la construction, au domaine de, je sais pas, des mines, de l'extraction des minéraux, tout ça? Est-ce que ces sphères d'activité très physiques, très manuelles, très ardues, sont aussi sujets à être accaparés par cette forme d'organisation de réseau? Et donc ça c'est ce qui reste ouvert et à développer. Okay? Mais tout ce qu'il y a
de l'information, de l'innovation, de l'économie du savoir, de l'économie des services, que ce soit des services en ligne, que ce soit des services, je veux dire, dans le monde physique, les services, tout ça, l'économie du savoir. Ça a été déjà démontré que les réseaux sont capables de gérer ça et des fois mieux même que les entreprises hiérarchiques. Et donc, l'avenir semble prometteur, selon moi, et ça semble être une solution pour une planète qui est entrée dans une spirale, une sorte de cercle vicieux de dégringolade, de désintégration, et ça semble donner une bonne cohérence, de la bonne façon, parce qu'on adresse la planète en entier, et d'une façon qui préserve la liberté individuelle, la liberté économique, la liberté financière, la vie privée et tout ça. Très bien. Oui, effectivement, merci beaucoup pour cette mise en perspective. Et puis ça rejoint un peu l'introduction que vous avez fait en début d'émission avec cette autre façon d'aborder les problèmes mondiaux à travers la gouvernance plus centralisée et le contrôle. Donc là, on s'aperçoit qu'on a vraiment deux visions du monde qui semblent s'opposer, avec d'un côté plus de contrôle, plus de centralisation, un peu le modèle à la chinoise, et puis de l'autre côté, le modèle très décentralisé pour gérer également la complexité différemment, mais en respectant les droits individuels. Donc, ce sera intéressant de voir comment cohabitent ou pas ces deux modes de pensée radicalement différents, voire opposés. Oui. Peut-être pour terminer, un petit mot pour changer un peu nos attitudes et nos visions face au monde. Les gens sont encore pris dans cette lutte, dans cet antagonisme gauche-droite. Alors que ce qui semble devenir important, c'est vertical, c'est-à-dire ceux qui tendent vers une centralisation et le contrôle, et ceux qui n'ont pas de contrôle, ceux qui n'ont pas de pouvoir d'agir ou de faire, mais qui sont des faiseurs, ceux qui ne peuvent que participer en donnant leur travail et leurs compétences, mais sans prendre décision. Et donc, il faut arrêter vraiment de voir le monde en gauche et droite et commencer à réfléchir au monde en termes de haut puis le bas. Est-ce que ce mouvement de quatrième secteur du pair à pair fait, c'est que ça aplatit. Quand on parle de la décentralisation, c'est que tout le monde est une paire dans un système. On est équipotent, on a le même potentiel. Ça ne veut pas dire qu'on est égal tout le temps, mais c'est ça. Et on a tous accès. L'ouverture de ces réseaux-là. On a tous accès à pouvoir faire et prendre des décisions aussi. Excellent, Tiberius, merci beaucoup d'avoir participé à Ici, Maintenant, Autrement. Toujours un plaisir de vous recevoir. Donc, on va se quitter sur cette nouvelle façon de voir les choses. Et puis, je rappelle à nos auditeurs que Libre Média et puis cette émission existe pour vous et grâce à vous. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à Libre Média ou bien de faire un don pour soutenir la liberté d'expression et la liberté de la presse. Merci à tous, au revoir et puis à très bientôt.